Bonjour à tous. La conférence sur l'agrivoltaïsme va commencer. Merci d'être venu. Merci de vouloir assister à notre présentation. Donc, voilà. On va pouvoir. Je pense qu'on peut interagir aussi également. Je peux vous poser une question. Vous connaissez l'agrivoltaïsme? Comment? Vous connaissez l'agrivoltaïsme? Oui, on a eu une petite présentation. D'accord. Entendu. Donc, vous nous connaissez. Ça marche. Donc, l'agrivoltaïsme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une nouvelle tendance qu'il y a sur le marché depuis quelques années. Et pour nous, nous sommes développeurs et exploitants de grandes centrales d'énergie renouvelable. C'est la suite logique du développement de l'éolien en France et du développement des énergies renouvelables qui demeure depuis une vingtaine d'années. Donc, notre thématique va porter sur les bénéfices pour les exploitations agricoles et les atouts et la nouvelle dynamique qui va se créer sur les territoires. Donc je suis accompagné de mes collaborateurs. Aude Gelé. Donc je suis ingénieur agronome et responsable de l'équipe agronomie et écologie chez Samsolar. Et Monsieur Crespi, qui est un de nos partenaires agriculteurs. Voilà, je suis agriculteur dans le Tarn et j'ai un projet avec la société Samsolar. Voilà. Est-ce que dans le public, à part vous, en premier rang, vous nous connaissez? Non? Bon. Donc, Samsolar, c'est 20 ans d'expertise. On est là, c'était pour vous démontrer effectivement qu'on est proche des territoires, que notre position compte sur le marché. Nous, on a débuté donc en 2005, c'est la création, on a 20 ans. Et on a travaillé toutes les sources d'énergie renouvelable sur le marché. On a deux temps forts. Le premier temps, c'est notre centralisation autour du développement de projets type hangar agricole pour servir effectivement les agriculteurs. Ce sont des projets qui demeurent depuis une quinzaine d'années et nous avons obtenu le premier portefeuille de développement de ces projets sur le marché, sur la file 0,250 kg. Alors ça vous parle peut-être pas, mais ce sont des bâtiments agricoles qui faisaient de 500 m² à 3000 m² que l'on construisait, sur lesquels l'on produisait le courant, qu'on revendait le courant et l'agriculteur n'avait aucun investissement à faire et en contrepartie, pouvait utiliser le bâtiment pendant toute la durée d'exploitation. Et je vais remettre la diapo parce qu'elle a passé un peu rapidement. Et c'est en 2018-2019 que nous avons décidé de nous centrer sur des développements photovoltaïques en milieu agricole, mais on n'a pas été les pionniers. Le pionnier dans l'agrivoltaïsme, c'est l'agrivoltaïsme dynamique. C'est la société Sunagri qui a développé ce type de projet. Ce sont des projets qui sont les plus intelligents. Ce sont des panneaux qui sont commandés par une intelligence artificielle et qui permettent effectivement la croissance de la plante et de s'adapter effectivement aux aléas climatiques. Donc fort de ce constat, en 2019, on s'est dit, la question elle est basique. Qu'est-ce qui se passe sur le marché s'il y a une crise énergétique majeure? Où est-ce qu'on produit? L'éolien, il y a un problème d'acceptabilité paysagère. On s'est dit il faut aller sur les terrains agricoles, puisque 45% des terrains sont agricoles sur le marché français. Cependant, on n'avait pas le droit, on n'avait pas l'autorisation de le faire, on ne pouvait pas revendre le courant. C'était interdit. On a pris ce risque-là, c'est de développer massivement l'énergie renouvelable sur ces territoires, mais en intéressant l'ensemble des filières agricoles. Et à ce jour, on a environ 850 agriculteurs qui nous ont fait confiance, qu'ils soient céréaliers, producteurs ovins, bovins. Et notre spécialité, où on l'a fait avec le temps, c'est l'élevage. Alors, pour asseoir nos propos, c'est très simple. Sur les scénarios du RTE jusqu'à horizon 2050, on s'aperçoit effectivement que quel que soit le scénario envisagé, que ce soit un scénario 100% d'énergie renouvelable, que ce soit un scénario diffus, c'est-à-dire de l'énergie renouvelable éolien, photovoltaïque, diffus sur le territoire et adapté au territoire en puissance et en qualité, que ce soit la concentration de grands parcs, ce qui est difficilement réalisable vu le mitage effectivement qui existe sur le territoire, que ce soit la relance du nucléaire ou le scénario 50-50, on s'aperçoit que le photovoltaïque a une place prépondérante sur le marché et qu'on est à l'heure actuelle à une vingtaine de gigawatts installés et que pour les prévisions, il faudrait soit le doubler, soit le tripler. Donc, la question essentielle, c'est on le fait où le photovoltaïque? Sur les toitures, sur les embrayeurs de parking, sur les supermarchés. Si on veut effectivement une production majeure,
il faut le faire sur des espaces qui permettent de l'accueillir. Donc l'agrivoltaïsme, au départ, comme je vous l'ai expliqué, c'était la synergie entre les plantes. Il fallait que le panneau apporte un service effectivement directement à la parcelle, notamment à la croissance des végétaux. Et puis, la loi nous a permis de faire évoluer notre doctrine et maintenant, elle tolère effectivement que l'on mette des ombrières pour le bien-être animal, qu'on apporte effectivement une amélioration du potentiel et du rendement agronomique, qu'on puisse effectivement se protéger contre les aléas climatiques, s'adapter au changement climatique. Donc, la photo que vous voyez ici, c'est une ombrière. Elle est construite, elle protège effectivement des troupeaux, elle est motorisée et elle suit la course du soleil. Ce ne sont pas des panneaux fixes. Et ça, c'est notre choix sur le terrain. Et vous savez pourquoi on ne met pas des panneaux fixes? On peut le faire. Mais l'avantage effectivement de ces panneaux qui sont mobiles, ça permet effectivement à l'agriculteur, pendant toute la durée d'exploitation du projet, s'il y a des aléas qu'on ne peut pas identifier sur le marché, de pouvoir se reconvertir. Il n'est pas sclérosé par la mise en place du panneau. Si vous faites des ombrières fixes, les panneaux sont rapprochés et vous ne pouvez pas effectivement changer votre type de culture. Par contre, dans certains départements, ça peut être intéressant pour maintenir des filières de qualité pendant toute la durée d'exploitation. Notre présence sur le marché, elle est forte et on a 3 types de produits. Donc je vous ai dit 850 à 900 agriculteurs qui nous ont fait confiance. On intéresse tous les territoires. Pardon, excusez-moi pour la diapositive. Et nos produits sont les plus simples possibles. C'est-à-dire une ombrière qui suit la course du soleil, des claustras dans les champs de céréales pour éviter l'averse du blé et lutter contre le vent, et du trussure fixe pour la partie ovine qui sont réélevées par rapport aux centrales classiques photovoltaïques. Bien sûr, ça va accompagner effectivement cette mutation du secteur de l'énergie, créer une mutation je dirais, au niveau du paysage, puisque une carte vaut mieux qu'un long discours. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est de voir que le paysage, c'est pas que ce que l'œil embrasse du regard, c'est pas qu'une photo. C'est comme un bâtiment agricole solaire avec des panneaux solaires. Vous pouvez voir un bâtiment, mais c'est une source d'énergie et c'est aussi une manière effectivement de répondre aux besoins des agriculteurs. Ici, sur ce site-là, c'est une vingtaine de mégawatts, sur une quarantaine d'hectares à peu près. Et la manière dont effectivement vous avez la localisation du projet qui est au centre de la carte, et on a transposé la production d'énergie sur l'alimentation des foyers. Et on s'aperçoit effectivement que sur ce site-là, on produit 30 250 MWh, ce qui équivaut à 8 640 foyers. On peut le faire d'une autre manière, et on perçoit qu'avec un simple projet agrivoltaïque, on peut par exemple illuminer quasiment la totalité de la ville de Bourges. Voilà. Donc, pour nous, l'agrivoltaïsme, c'est la suite logique de l'éolien. C'est la seule manière d'avoir une production massive énergétique renouvelable, et c'est également la meilleure manière d'assurer la souveraineté alimentaire. On ne sait pas ce qui peut se passer. On a vécu le Covid, on a vécu les crises, et avec l'agrivoltaïsme, on a une meilleure acceptabilité sociale et on répond aux différents enjeux que sont les enjeux agricoles et les enjeux de production d'énergie renouvelable. Voilà, je vais laisser la parole à Aude Gelée. Elle va rentrer dans un aspect beaucoup plus technique que moi sur effectivement les projets, notre savoir-faire et notre expertise en matière agricole. Parce que le métier d'énergéticien, il a changé. On n'est plus des chefs de projet effectivement qui prenons une source d'énergie renouvelable et le posons sur un terrain et une manière de scléroser ce terrain sur lequel il n'y a plus d'usage pendant 30 ans. Maintenant, on accompagne la mutation des territoires, on permet aux agriculteurs de s'adapter effectivement aux aléas du marché, puisque nous, on va apporter non seulement un revenu supplémentaire à son exploitation, par hectare, par an, pendant 30 ans, mais on va également lui permettre effectivement de bénéficier d'outils qui vont répondre à ses besoins. Aude, je vous laisse la parole. Il faut appuyer doucement sur le verre. Alors, du coup, développer un projet agrivoltaïque, ça demande du temps et beaucoup d'expertise. Donc, pour commencer, dès le début du projet, on va lancer différentes études, des études qui concernent l'environnement, le paysage et l'agricole. Donc là, c'est l'exemple d'un projet qui se situe dans la Meuse.
après les études d'environnement, on a relevé qu'il y avait des zones à enjeu. Ces zones à enjeu, ici, principalement, et c'est la plupart du temps comme ça, elles sont situées dans les boisements, lisières de boisement, où on observe plus d'oiseaux, plus de reptiles, plus de chauves-souris. Donc, le parti pris pour ce projet, c'était d'éviter ces zones à enjeu et donc d'effectuer un recul par rapport aux lisières. Par ailleurs, pour prendre en compte toute la faune qui circule, donc la petite faune comme la grande faune, on a choisi d'intégrer des haies dans notre projet. Alors, on a une haie périphérique qui va créer un corridor écologique et des haies à l'intérieur qui sont favorables à la biodiversité. Ici, à l'origine, on est sur de la grande culture et le projet consiste à mettre en place une prairie qui va être plus riche en biodiversité et qui va accueillir du pâturage de moutons sur les parcelles. Ce projet, on l'a aussi construit de telle sorte à prendre en compte les enjeux paysagers. Donc ce même site, là je vais vous montrer les photomontages. Donc ça représente, voilà, c'est la localisation du projet et sur la hauteur d'une butte. Donc on voit le village en contrebas. Donc tout en haut, c'est le terrain initial. La deuxième photo, c'est le terrain avec le projet photovoltaïque, mais sans aménagement. Et en bas, c'est avec l'aménagement paysager. Pour favoriser l'intégration paysagère du projet, on a choisi de ne pas solariser les parties sur les pentes qui seraient plus visibles depuis la commune, mais juste le haut de la butte. Par ailleurs, on a intégré une partie d'agroforesterie en bordure du projet agrivoltaïque qui va créer une barrière en fait, visuelle et permettre une meilleure intégration. Donc au final, le projet va être bénéfique à la fois d'un point de vue écologique et sera bien intégré au niveau paysager. Donc ça, c'est les études qui nous permettent de réaliser ce travail-là. Par ailleurs, on a un gros travail de concertation. La concertation, elle commence auprès des communes et des intercommunalités dès que le projet commence à être un petit peu élaboré. On va attendre d'avoir suffisamment d'éléments pour parler des enjeux, pour évoquer ce qu'on va mettre sur notre projet. On a aussi toute une phase de travail de rencontre des instances agricoles. La plupart du temps, sur les départements, les chambres d'agriculture, avec d'autres partenaires, ont mis en place des chartes agrivoltaïques qu'on va essayer qu'on va prendre en compte dans nos projets et donc d'intégrer leurs critères. Ces critères peuvent être différents d'un département ou à un autre. Pour cela, on va aller rencontrer les chambres d'agriculture qui ont parfois mis en place des instances spécifiques pour qu'on leur présente les projets. Et on est bien évidemment à l'écoute de leurs recommandations. Après, on met en place un comité de projet. Le comité de projet, c'est la seule instance réglementaire en termes de concertation sur les projets agrivoltaïques qui va permettre d'expliquer aux communes et aux communes limitrophes ainsi qu'à l'intercommunalité ce qu'on va faire sur les parcelles. Des séances d'information au public sont souvent proposées pour expliquer aux riverains ce qui va se passer sur leur territoire, pour pouvoir échanger avec eux et pour pouvoir leur montrer des photomontages pour rendre le projet plus concret. Et évidemment, on prend aussi du coup leurs remarques en compte dans l'élaboration des projets. Mais le plus important dans un projet agrivoltaïque, c'est bien évidemment l'agriculteur et le projet qu'on va développer avec lui. Donc cette collaboration, elle est vraiment étroite et on va s'adapter, on va définir avec l'agriculteur son projet. Donc son projet qui va être au niveau de son exploitation, qui va être sur du moyen, du long terme. Et donc ici, on a un jeune exploitant en Charente qui a repris l'exploitation familiale il y a une quinzaine d'années et qui a fait évoluer son exploitation. C'est une exploitation laitière à la base avec beaucoup de production de maïs fourrage et qui aujourd'hui est intégralement en production herbagère et en agriculture biologique. Et lui, son souhait, c'était vraiment d'apporter du bien-être à ses animaux. Il a entamé une réflexion depuis plusieurs années déjà en mettant en place des arbres, donc un système d'agroforesterie et des haies fourragères pour ses animaux. Et comme on est dans une grande plaine ouverte, lui, il fait pâturer ses vaches une grande partie de l'année et il avait besoin de plus d'ombrage. Et donc, c'est dans ce sens qu'il nous a contactés pour qu'on puisse mettre en place sur des parcelles, donc des panneaux. On a défini avec lui la structure, l'écartement nécessaire pour qu'il puisse maintenir son activité agricole, les aménagements nécessaires pour ses animaux,
en termes d'abreuvement, en termes de clôture. Et donc, ce qui a abouti à ce projet. Donc, par rapport à cette exploitation, on est obligé, dans le cadre de la réglementation, de faire une étude technico-économique pour voir quel est le bénéfice de ce projet et surtout s'assurer de la durabilité. Ce n'est pas un projet qui doit être bon pendant 1 an, 2 ans, mais c'est vraiment sur toute la durée du projet. Donc nous, on va être obligé de montrer que ce projet est durable et sur du long terme. Donc ici, c'est le cas. Samsolar va apporter un accompagnement à l'agriculteur, donc que ce soit technique par rapport aux aménagements qu'on met en place sur les parcelles avec lui. Donc mécanique aussi pour l'entretien des parcelles. Donc il possède déjà du matériel et on s'adapte à son matériel, mais on va lui fournir du matériel pour l'entretien du parc. Et puis sur ce projet-là, comme il y a du pâturage et c'est du pâturage tournant dynamique, on a besoin de pas mal d'eau, d'abreuvoir et donc des pompes solaires seront mises à disposition pour son exploitation. Par ailleurs, il va recevoir une indemnité pour la contrainte générée par les panneaux sur ses parcelles. Et lui, ce projet, il s'inscrit vraiment dans son projet d'exploitation sur le long terme. Ça va lui permettre, on va dire, d'avoir une sécurité pour mettre en place d'autres projets sur son exploitation. Donc actuellement, il souhaite aménager des bâtiments existants, mais surtout mettre en place un atelier de transformation sur son exploitation pour transformer une partie du lait afin d'être le plus autonome possible et pouvoir dégager le plus de profit possible de son résultat, de son activité d'agriculteur. Donc, indirectement, on va lui permettre de mettre en œuvre ses projets. Au niveau de la commune, ce projet, il participe aussi à la vie de la commune. Donc, ce projet, il y aura des taxes qui sont dues à plusieurs niveaux, donc au niveau local, au niveau de la commune, de l'intercommunalité et également du département. Donc là, on est sur un projet qui fait à peu près 12 MW crête sur une vingtaine d'hectares, et ce qui permet d'alimenter environ 3000 foyers. Et on voit bien que chaque année, cela permet pour le territoire d'avoir des taxes qui vont permettre de rentrer dans le budget des communes et des intercommunalités. Je vais laisser la parole à Christophe Crespi pour qu'il nous présente son projet. Donc je me présente, je suis Christophe Crespi, agriculteur dans le Tarn, et je vais un petit peu vous présenter mon historique, mon vécu. Donc je me suis installé en 2002 sur la ferme familiale avec en double activité, c'est-à-dire j'étais salarié à l'extérieur et j'avais une petite ferme rien qu'en céréales. Donc chemin faisant, en 2011, j'ai décidé de me diversifier parce que les céréales, c'est un petit peu compliqué, ça a une petite surface, donc on essaye d'amener un petit peu de diversification dans les revenus et dans le travail. Donc en 2016, je construis un bâtiment, après réflexion, je construis un bâtiment pour engraisser des agneaux. La filière ovine est quand même assez porteuse, donc on commence un petit peu à engraisser des agneaux avec la coopérative locale qui me permet de pouvoir me diversifier et amener un revenu différent que les céréales sur mon exploitation. En 2018, après la construction de mon bâtiment et après avoir un petit peu m'être lancé, j'arrête la double activité. Je suis à 100% sur la ferme. Les revenus sont suffisants. Et donc du coup, je peux me consacrer pleinement à mon activité agricole. En 2021, je décide de passer encore un autre cap et au lieu de faire que de l'agneau d'engraissement, je décide de lancer un troupeau sous signe officiel de qualité, du label rouge. Donc, pourquoi un projet agrivoltaïque? Quels en sont les objectifs? Tout d'abord, c'est l'amélioration du bien-être animal. Parce que de suite, on s'aperçoit que les premières études qui sont faites, même s'il y a peu encore de recul par rapport à tout ce qui est centrale solaire au sol, on a une meilleure pousse de l'herbe étalée sur l'année et on a un microclimat qui est quand même dû aux panneaux
et qui fait que ça protège de tous les aléas climatiques. Donc c'est quand même une sacrée amélioration. Et en termes de vue pousse fourragère, c'est quand même beaucoup plus diversifié. La deuxième chose, c'est la diversification des revenus. Donc pour ma part, c'est une vraie complémentarité entre les différents ateliers. Parce que j'ai toujours mon atelier céréales, j'ai mon atelier maintenant troupeau avec sous signe officiel de qualité, et en même temps tout ce qui est production solaire. Troisième point qu'on peut voir aussi, c'est une meilleure transmissibilité. Il faut penser aussi à l'avenir. Donc ça va me permettre, ce projet va me permettre d'avoir une visibilité, un lissage de mes revenus dans le temps, sur vraiment du très long terme, et qui va me garantir que dans 30 ans, je pourrai laisser une structure saine et avec une réelle visibilité sur mes revenus. Après, en parlant un peu plus techniquement, création de parcs de pâturage tournant dynamique. Ça va me permettre d'avoir une meilleure gestion de ma ressource fourragère et de l'optimiser. C'est-à-dire que comme la pousse va être plus étalée dans l'année, on va pouvoir avoir une meilleure surface fourragère et bien plus optimisée. Et en même temps, ça va nous permettre d'augmenter l'autonomie du troupeau dans l'année. C'est-à-dire qu'avec moins de surface, on va avoir plus de brebis qui pourront pâturer sous les panneaux. Et en dernier lieu, éventuellement, on pourra agrandir ce cheptel, mon cheptel, pour faire de l'élevage de qualité. Donc les bénéfices du projet. Aujourd'hui, le projet agri-solaire en collaboration avec la société Samsolar, ça va me permettre de développer mon troupeau et de passer en pâturage tournant dynamique. L'avantage, c'est que je ne prends pas tous les risques. Et la solution d'élevage est amenée par Samsolar. C'est-à-dire que la société Samsolar va me mettre à disposition les équipements que je vais avoir besoin au quotidien pour améliorer mon travail et ma qualité de travail. Mais j'ai aussi un objectif un peu fou, c'est qu'avec ce projet, je puisse me dégager un petit peu de temps. Parce qu'on parle beaucoup de bien-être animal, mais il y a aussi le bien-être de l'éleveur. Merci. Merci. Merci pour votre attention. Avez-vous des questions auxquelles on peut répondre? Madame? Oui, ma question c'est, vous êtes dans des zones très rurales, quelle est la possibilité de raccordement? Est-ce que vous avez des difficultés de raccordement de l'énergie produite? C'est une bonne question. Je vais vous répondre. Alors, oui, on est en zone rurale. Et vous avez raison, puisqu'effectivement, la concentration, historiquement, le marché français autour du nucléaire n'est pas forcément en zone rurale, puisqu'on est effectivement sur des points géostratégiques. Cependant, le réseau, vous savez, l'énergie renouvelable, ça a une vingtaine d'années. Ça a commencé par l'éolien en 2000, d'accord? Donc l'éolien, c'est le même principe de raccordement. Vous êtes à peu près à une dizaine de kilomètres des points d'injection, d'accord? Quand vous êtes sur des puissances d'à peu près une dizaine de mégawatts. Dès que vous avez des projets qui sont un peu plus petits, 2-3 mégawatts, vous allez vous raccorder un peu plus à proximité à des antennes de poste source. Techniquement parlant, on peut la plupart du temps se raccorder. Sauf qu'effectivement, sur le marché à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de demandes. Et là où vous avez raison de poser la question, c'est que les temps de développement des dossiers, c'est 3 à 4 ans par exemple, voire un peu plus s'il y a des recours, etc. Et pendant ces temps de développement, les capacités du réseau, elles chutent. Donc vous pouvez vous retrouver effectivement en amont avec un projet qui est effectivement raccordable sur l'instant, c'est-à-dire on peut injecter de la puissance, c'est-à-dire que dans les tuyaux, 15 mégas, et puis 3 ans après, la capacité a été prise. Donc ça peut arriver, d'accord? Cependant, il y a souvent des renforcements du réseau, c'est ça, Alexandre? Donc, ça peut nous arriver, mais pas sur la majorité du portefeuille, d'accord? Mais l'énergie renouvelable, pour finir de répondre à votre question, ça concerne essentiellement, alors, on peut faire abstraction et parler des toitures, des supermarchés, etc. Mais c'est un avantage parce que ça utilise les ressources des territoires et c'est ça l'énergie renouvelable. Je finis par un exemple. Au départ, on mettait 2-3 éoliennes. Après, on est passé à 5 mâts minimum. Après, il y a eu des grands sites, après des petits sites, etc.
tout ça répond simplement à une logique territoriale et une adaptation. Ici, l'avantage de l'agrivoltaïsme, c'est vraiment effectivement la première fois sur le marché, c'est qu'on ne capte pas le terrain et on permet la continuité effectivement de son utilisation. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêts. Au contraire, il y a vraiment une synergie entre deux métiers, la souveraineté donc alimentaire de la France, le maintien de nos agriculteurs et également une production d'énergie massive territoriale, et ce qui permet effectivement de meilleures exportations pour le réseau français, et peut-être une souveraineté à un moment donné, au lieu d'importer, peut-être avec la multiplicité des projets, on aura en cas de crise une force énergétique française. Le nucléaire, c'est un peu le squelette, mais le reste, c'est un petit peu tout ce qui est renouvelable, c'est le muscle qui fait marcher la machine. Merci madame. Bonjour, merci pour la présentation. Du coup, votre projet, il a obtenu son permis de construire et... Pas encore? Non. Alors, le projet est en phase d'étude où, en fait, il faut, comme disait Aude, il faut prendre en compte tout ce qui est les problèmes environnementaux, mais aussi techniques, c'est-à-dire être capable de démontrer que l'élevage et mon troupeau, c'est viable, c'est dans la continuité, dans ce que je veux faire, et c'est vraiment à la taille de l'exploitant et de l'exploitation. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, et ça prend du temps, et d'aller l'expliquer aux chambres d'agriculture, ainsi de suite. Alors, pour compléter la réponse, un projet donc agrivoltaïsme comme une autre source d'énergie renouvelable, on part de rien. On part effectivement d'une feuille blanche. Je ne sais pas, vous connaissez un petit peu le métier ou Je connais quelques éléments du métier. D'accord. À quel titre? C'est un de mes secteurs d'activité. D'accord. Donc, on part, pour ceux qui ne connaissent pas, on part d'une feuille blanche, d'accord, sur une cartographie. Vous mettez toutes les contraintes qu'il peut y avoir, environnementales, patrimoniales, paysagères, raccordement, d'accord. Et après, vous arrivez à cibler effectivement des territoires potentiellement éligibles. Sauf qu'à la différence des autres sources d'énergie, il faut qu'effectivement il y ait un agriculteur, un propriétaire foncier, un exploitant, donc un agriculteur exploitant, qu'il y ait une continuité d'exploitation, il y a un vrai projet agricole. S'il n'y a pas de projet agricole, le projet il passe pas. Ce n'est pas uniquement un projet photovoltaïque posé sur un terrain. Et je vais reprendre le fil directeur et répondre à votre question. On a, nous, à ce jour, 60 à 70% de réussite sur la défense de nos dossiers, puisque le chemin est un petit peu long, puisqu'on construit, donc on part de rien, on découvre un projet, on signe un accord avec l'agriculteur, on investit, 80 000 € par dossier sans les frais de personnel, d'accord. On n'est pas sûr de l'avoir. Après, on passe les différentes strates, on va passer devant les différents comités, les différentes administrations, et on va finir par une comité qui s'appelle la CDPNAF, qui va examiner les dossiers sur la qualité du projet agricole et la qualité environnementale. Et après, c'est soit elle juge que votre dossier il est bon, soit il n'est pas bien défendu. D'accord. À ce jour, on a à peu près 300 à 350 mégawatts de projets CDPNAF acceptés. On a déposé à peu près 1 giga de projets, ce qui est assez important sur le marché français. Et l'avantage en termes de production d'énergie, c'est que l'éolien, c'était technique. Ici, ça devient technique, c'est-à-dire ça répondait à des contraintes aérologiques plutôt de vent et de distance aux habitations. Là, ça devient technique, mais ça devient aussi plus humain. Et c'est aussi la défense effectivement de d'autres sources d'intérêt. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Bonjour monsieur, nous sommes des maires de la Côte d'Ivoire et on voit que c'est une technique assez novatrice. Nous voulons savoir quelle est la méthode d'adaptation de cette technique-là aux collectivités africaines, si on le voudrait bien. Alors, votre question, c'est quelle est la technique, certainement, va se transposer. Après, je ne connais pas forcément oui. le schéma administratif et la manière dont vous instruisez les dossiers. Simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vous aurez une forte production photovoltaïque, d'accord. L'avantage, effectivement, et comme l'a dit M. Crespi, et ça, il a bien souligné tout à l'heure, il y a aussi un avantage, le fait d'être à l'ombre pour le producteur aussi. On le voit sur nos vignes, par exemple. Le travail, effectivement, est de meilleure qualité pour les agriculteurs en cas avec des augmentations de température, les problèmes de canicule, les problèmes de grêle, etc. Après, on peut imaginer beaucoup de choses. Et il y a aussi un bénéfice, effectivement, pour la croissance des végétaux. Sur la vigne, par exemple, on a vu qu'on avait une croissance qui est 4 fois plus importante que sur une parcelle témoin. Parce que ce qu'on vous a précisé, c'est que quand on fait ce type de projet, on laisse une partie en témoin, d'accord, sans panneaux photovoltaïques, sur lesquels on va comparer par un certain nombre d'années les différences de production, les différences de rendement et l'utilité de notre projet.
Alors en France, effectivement, si vous ne prouvez pas effectivement pendant un certain nombre d'années que ça marche, il y a des possibilités effectivement quand vous démantèle la solution. D'accord. Donc, pour investir dans ce type de projet en France, bah, c'est quand même un risque. Alors en Côte d'Ivoire, vous m'avez dit, hein, c'est ça? Voilà, moi, je ne peux pas répondre précisément en matière administrative, mais je pense qu'effectivement, quel est le type d'agriculture majoritaire? Bon, en Côte d'Ivoire, on a deux types d'agriculture. L'agriculture industrielle, dans le café, le cacao, et l'agriculture chose vivrière. D'accord. Voilà. Et aussi, on fait aussi beaucoup d'élevage en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Ben, écoutez, sur une partie, c'est sûr que nous, on a conçu par exemple nos ombrières à une certaine distance, à une certaine hauteur, pardon. On a plusieurs constructeurs. On sait qu'effectivement, avec certains troupeaux, il faut une hauteur minimale. D'accord. On s'est renseigné auprès de toutes les filières. Et notre produit, par exemple, sur l'ombrière d'élevage, il est vraiment unique. C'est-à-dire que si vous l'avez plus bas, ça ne marche pas. D'accord. Tant pour la rotation, effectivement, le pâturage tournant dynamique. Si vous l'aviez plus bas, ça ne marche pas. D'accord. Il y a aussi une interdistance que vous devez respecter et tout ça. Okay. Après, moi, ce que je vous invite, c'est passer peut-être par notre stand. On vous donnera effectivement notre littérature, la manière dont on a approché, puisqu'on a à peu près, on a commencé en 2018-2019. On a essuyé effectivement, on a écouté, on a observé. Donc peut-être vous trouvez des idées chez nous. Donc venez à notre stand. Et votre stand, il est situé où? Le stand, il est situé où? Ah, point 2, non, c'est l'autre pavillon. C'est l'autre pavillon, ok, d'accord. Merci, monsieur. Merci bien. Une question qui s'adresse à vous, monsieur, mais aussi une question plus générale. Comment réagit votre commune à votre projet? Et en règle générale, comment réagissent les communes? Est-ce qu'elles se positionnent en qualité de partenaire? Est-ce que vous voyez des contraintes administratives, etc., etc.? Alors moi, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance ou pas, mais j'ai un maire qui est très à l'écoute. Et c'est une toute petite commune de 800 habitants qui a du mal à finir son budget. Il faut le dire comme c'est. Et arrivé, quand on a présenté le projet, simplement au conseil municipal, avant de faire une réunion publique ou quoi que ce soit, le maire nous a dit, voilà, moi j'ai besoin de boucler mon budget. J'ai des dépenses qui sont en constante augmentation sur la commune. Ben oui, je vais écouter ce que tu as à me proposer et on va regarder, on va travailler ensemble. Et ça se fait main dans la main en collaboration avec l'équipe municipale et le maire. Voilà. Et ça a été plutôt favorable. En règle générale, est-ce que toutes les communes réagissent de cette manière? Votre question est judicieuse. Alors on a après notre expérience, on n'a pas la même approche, on n'a pas les mêmes réactions que l'on avait dans l'éolien, qui crispait effectivement les foules. Et il y avait un problème d'acceptabilité paysagère, d'accord, puisque les machines étaient de plus en plus hautes. Ici, on n'a pas trop de contraintes à ce niveau-là. C'est plutôt bien accepté. La seule difficulté que peut avoir une mairie, c'est qu'il peut y avoir, à la différence des autres sources d'énergie renouvelable, hydraulique, éolien, plusieurs projets, d'accord, de plusieurs sociétés concurrentes, d'accord, dans des périmètres rapprochés. Donc là-dessus, ce qui va faire la différence, d'accord, c'est la manière dont les équipes, et mes équipes par exemple, défendre le projet, et c'est là où le maire il aura certainement un avis peut-être à donner, mais cet avis il est, si je me trompe, consultatif. Mais c'est le seul effectivement problème que je vois. Mais on avait beaucoup ce type de refus avant, enfin ces crispations. Là on l'a pas. Dernière question. Je vous en prie, monsieur. Il va falloir qu'on coupe, je crois, après. C'est la dernière question. Oui, c'est la toute dernière. À moins que quelqu'un d'autre veuille poser À moins une que question. quelqu'un d'autre veuille poser une question. Est-ce qu'on aura 2 questions sur notre stand? Allez, vous venez Alors, sur notre vite stand. fait, ce qui marche pour l'élevage, est-ce que ça marche pour la culture et quel type de culture? Derrière vous. Oui, alors cette solution technique, elle est compatible à l'élevage et à la grande culture. Mais on ne va pas le réfléchir de la même manière. C'est sûr qu'on va écarter beaucoup plus les panneaux pour la grande culture, pour adapter au matériel qui est plus large. Mais on va aussi mettre en place du pilotage intelligent des panneaux pour que, en fait, il doit y avoir un partage de la lumière entre la plante et entre le panneau. Et donc, à certains moments de vie de la plante, il faut que elle passe prioritairement par rapport à la production d'électricité. Et donc ça, on peut le faire par un pilotage avec intelligence artificielle. Et donc c'est ce qu'on met en place plutôt sur les grandes cultures.
Merci à vous. Merci d'avoir assisté à la présentation.